Amis potterés des roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette 4e vidéo d'explication, série dans laquelle nous traitons de certaines règles d'Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et dans cette vidéo nous allons développer les règles concernant le combat. À vos baguettes, c'est parti! Comment combattre quand on est un enfant? Avant de nous lancer dans les règles de combat, précisons une chose importante. Combattre quand on est un enfant de 11 ans ou plus n'a pas grand-chose à voir avec un combat une fois adulte. De plus, les enfants en question sont de jeunes sorciers dotés de tout un arsenal de sortilèges capables de gêner, entraver ou humilier leur adversaire. Ce point possède une grande importance puisque les règles de Chaosium étaient principalement tournées vers le combat au corps à corps ou avec des armes comme des épées, des gourdins ou des arcs. Aussi a-t-il fallu que nous les adaptions pour Harry Potter jeu de rôle. Les combats dans Harry Potter jeu de rôle seront donc plus axés sur la mise hors d'état de nuire des rivaux et adversaires par l'utilisation de sortilèges, au lieu de combats au corps à corps visant à blesser, voire tuer son adversaire. Nombre de sortilèges sont donc voués à mettre hors d'état de nuire un adversaire, en le figeant par exemple, le pétrifiant ou en le ligotant. D'autres sortilèges visent à affaiblir l'adversaire, comme c'est le cas pour le sortilège de Chatouille par exemple, ou celui de Crash-Limace. Les sortilèges qui blessent directement l'adversaire sont cependant plus rares, même si d'autres permettent d'affaiblir celui-ci, voire de le fatiguer, c'est le cas par exemple du sortilège de Répulsion, ou du sortilège de Repousse-Tout. En tant que maître du jeu ou joueur, il sera donc important de garder en tête le fait de ne pas blesser volontairement ses adversaires lors de ces affrontements, mais plutôt de les mettre hors d'état de nuire. Du moins lors des premières années d'études. Entrée en phase de combat. Les règles de Chaosium concernant le combat sont à la fois simples et complexes. Simples parce qu'elles se résument en 3 parties. Et complexes parce qu'elles peuvent comprendre une multitude d'actions différentes qui peuvent perdre les joueurs et maîtres du jeu qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Nous allons tenter de mettre un peu d'ordre dans tout cela grâce à un petit exemple concret. Le combat débute lorsque le maître du jeu indique à ses joueurs qu'ils entrent en phase de combat. Ça peut paraître anodin de le mentionner, mais vous verrez que ça a son importance. Ceci se fait lors de la description de la situation. Prenons un petit exemple de situation. Après avoir suivi vos rivaux pendant de nombreuses minutes dans les couloirs du château, vous commencez à avoir des doutes sur votre discrétion. En effet, ceux-ci semblent avoir changé de direction à de nombreuses reprises, et se dirigent maintenant vers une partie déserte du château. Avant que vous ne puissiez changer d'avis, ils se retournent, baguette en main, prêts à l'affrontement. Fini la discrétion, vous passez désormais en phase de combat. Les 3 phases du combat. Exemple pratique. Un combat se déroule toujours en 3 phases. Reprenons la situation décrite précédemment et détaillons celle-ci. La détermination de l'initiative. Déterminer l'initiative permettra de déterminer qui agit en premier. Quand on sait que la majeure partie des sortilèges sont capables de neutraliser un sorcier en quelques secondes, cette initiative revêt une grande importance. L'initiative se détermine en lançant un des 6 et en y ajoutant la dextérité du personnage. Certains avantages permettent de booster cette valeur, comme initié au duel ou réactif par exemple, alors que d'autres peuvent la diminuer, comme apathique, lent à la détente ou cérébral. Pensez à prendre en compte ces bonus et malus dans vos calculs. Prenons maintenant notre situation et tentons de la détailler par un petit schéma. Nous avons 2 personnages joueurs Poufsouffle, à savoir Arthur Temple et Prude Prescott, ainsi que leurs rivaux de Gryffondor, Kelly Hudson et Alice Fleming. Le maître du jeu détermine l'initiative des 2 PNJ et les personnages joueurs effectuent les jets de D6. Mettons que pour cet exemple, on obtient les valeurs totales suivantes. 2 plus 14 pour Kelly, soit un total de 16. 1 plus 13 pour Alice, soit un total de 14. Et pour les personnages joueurs, Arthur obtient 2 plus 10, sa valeur de dextérité, soit un 12, et Prude, 4 à son jet de dés, plus 13, sa valeur de dex, soit un total de 17. On obtient donc l'ordre d'action suivant.
En premier, Prude Prescott. En second, Kelly Hudson. En troisième, Alice Fleming. Et pour terminer, Arthur Temple qui agira en dernier durant le round d'action. Maintenant que nous avons notre ordre d'action, nous allons passer à la déclaration d'intention. On fait un rapide plan de situation pour les joueurs et c'est parti. Une petite remarque me semble nécessaire. Durant les premiers combats faits avec mon équipe, les joueurs étaient tentés de décrire leur intention avec beaucoup de détails, du genre « je cours en direction de mon adversaire, effectue une roulade pour le propulser en arrière et l'envoyer voler par-dessus la rambarde », par exemple. Le problème rapidement rencontré est que plus une intention est précise, et moins elle a de chances de se réaliser. Il suffirait alors qu'un petit élément décrit ne soit pas présent pour que rien ne se passe et que le PJ passe son round d'action à ne rien faire. Un petit conseil donc, restez assez évasif dans celle-ci. Dans notre cas, je charge mon adversaire comme un rugbyman serait largement suffisant. Revenons maintenant à notre situation. Les deux personnages joueurs n'étaient certainement pas prêts à se battre contre leurs rivaux, vu qu'ils les suivaient discrètement. En se concertant, les deux joueurs décident de quitter les lieux, mais non sans se prémunir d'une éventuelle poursuite. Ils annoncent leur intention comme suit. Pour Prude, je lance un mauvais sort, jambe au coton sur Alice. Pour Arthur, je fais de même sur Kelly. C'est ensuite au tour du maître du jeu. Ce dernier n'annonce pas directement le sortilège lancé ou l'intention claire du personnage non-joueur. Il se contente d'être vague. Pour Alice, vous voyez qu'Alice commence à agiter sa baguette en direction d'Arthur. Pour Kelly, celui-ci fouille dans ses poches et en sort une fiole contenant un liquide vert. Ceci termine la déclaration d'intention pour ce premier round. Nous pouvons désormais passer à la résolution des actions. Celle-ci se découpe en 3 parties. D'abord agissent en premier les personnages, qu'il s'agisse de personnages joueurs ou de personnages non joueurs, qui ont des armes à projectiles prêts à servir. Ce n'est pas le cas dans notre situation. En second, les personnages qui attaquent avec un jet de bagarre, parent une attaque, esquivent, se déplacent ou lancent un sortilège. C'est le cas de 3 de nos personnages, en bleu ici avec Prude, Alice et Arthur. Puis en dernier viennent les personnages qui devaient dégainer une arme, leur baguette, ou chercher un objet dans leur équipement. C'est le cas de Kelly. Ceci va changer légèrement l'ordre d'action et placer Kelly en dernier. Ne reste désormais plus qu'à effectuer les jets dans les différentes compétences. Pour Prude, elle lance un jet dans sa compétence mauvais sort, catégorie à laquelle appartient Jean Mocoton. Elle possède 55% dans cette compétence scolaire. Le maître du jeu lui annonce que le malus pour le combat est de 5% pour jeter ce sortilège, contre un malus maximal de 15% si on se réfère à la tabelle des sorts. Elle doit donc réussir un jet en dessous de 55, moins 5, soit 50. Elle lance les dés et obtient 41. C'est réussi. Alice commence à avoir les jambes qui se dérobent. Parlant d'Alice, c'est à son tour. Elle désirait jeter un sortilège sur Arthur, et plus précisément, bloc-jambe. Il s'agit également d'un mauvais sort, et elle possède 52% dans cette compétence scolaire. Le maître du jeu place un malus de 10% sur ce sortilège pour le combat, contre un malus de 20% si on se réfère à la tabelle des sorts. Elle doit donc réussir un jet en dessous à 52-10, soit 42. Elle lance les dés et obtient 75. C'est manqué. Le maître du jeu décrit comme suit. Alice finit son incantation et lance Locomotor Mortis. Mais visiblement gêné par ses jambes en guimauve, son sort passe au-dessus de toi, Arthur, et vient s'écraser contre l'armure qui se situe à côté de toi. C'est maintenant au tour d'Arthur. Celui-ci effectue également un jet de mauvais sort pour lancer Jean Mocoton. Il possède 41% dans cette compétence scolaire. Comme pour Prude, le maître du jeu annonce un malus de 5%. Il doit donc réussir un jet en dessous de 41-5%, soit 36. Il lance les dés et obtient 36, justement. C'est juste, mais c'est réussi. Kelly commence à avoir les jambes qui se dérobent à son tour.
Parlant de Kelly justement, celui-ci lance sa fiole dans le couloir de fuite par lequel ils sont tous arrivés. Pour ce faire, il doit effectuer un jet de dextérité x5, soit un jet en dessous de 14, sa valeur de dextérité, x5, donc 80%. Il obtient 23 à son jet de dés, ce qui est largement suffisant. Le maître du jeu décrit comme suit. La fiole décrit un arc de cercle dans les airs et se brise au pied des escaliers par lesquels vous êtes arrivé. Le liquide qu'elle contient se répand rapidement, en faisant de petites bulles. Vous reconnaissez sans mal la potion de colle à prise en cours. Il va être difficile de repartir par le chemin que vous avez emprunté précédemment. Le premier round étant terminé, nous allons pouvoir passer au second round de notre combat. Pour celui-ci, on reprend exactement les mêmes étapes que précédemment. C'est-à-dire qu'on commencera par la première phase, la détermination de l'initiative. Chaque personnage va à nouveau faire un jet d'initiative, soit un D6 plus sa valeur de dextérité. Pour Kelly, cette fois-ci, il obtient 1 plus 14, soit 15. Pour Alice, toujours via le maître du jeu, 2 plus 13, soit 15. Arthur fait son jet d'initiative, mais comme il voit qu'il a très peu en dextérité, il décide d'utiliser un point de fougue, ce qui lui donnera un bonus de 2. L'utilisation du point de fougue se fait toujours avant de lancer les dés, donc c'est parfaitement juste dans notre cas. Grâce à son point de fougue, il obtient 4 sur son jet de dés plus 10, plus un bonus de 2, soit une valeur de 16. Prude lance les dés normalement, obtient 3, plus sa valeur de dextérité, 13, pour un total de 16. Cela nous donne donc l'ordre d'action suivant. En premier, Arthur Temple. En second, Prude Prescott. On voit ici que les deux personnages possèdent exactement la même valeur d'initiative, donc vous pouvez choisir de leur faire relancer un D6 pour savoir qui agira en premier, ou vous pouvez simplement dire à vos joueurs de choisir lequel agira en premier. Ici, de concertation, il paraît plus logique qu'Arthur agisse en premier pour laisser la place ensuite à Prude de passer par-dessus la flaque de colle. Pour nos deux personnages non joueurs, il y aura d'abord Kelly Hudson, puis ensuite Alice Fleming. Même chose dans ce cas, les deux possèdent la même valeur d'initiative, vous pouvez choisir de relancer un D6 ou simplement de choisir qui agira en premier parmi les deux PNJ. L'initiative étant déterminée, nous pouvons passer une nouvelle fois à la déclaration d'intention des différents personnages. On va commencer par les deux personnages joueurs. Cette fois-ci, Arthur décide « Je saute par-dessus la flaque et m'enfuis dans le couloir ». Prude, je fais de même une fois qu'Arthur est passé. Le maître du jeu fait ensuite la même chose pour les deux personnages non joueurs. Comme avant, il reste assez évasif dans ses descriptions. Kelly commence à agiter sa baguette dans ta direction, Arthur, et tu remarques qu'Alice fait de même. On se réfère ensuite à l'ordre des actions, sauf qu'ici, on constate que les 4 personnages sont dans la deuxième phase d'action, c'est-à-dire qu'ils utilisent des sortilèges ou des compétences. Il n'y a donc pas de changement dans l'ordre des tours comme c'était le cas précédemment. La déclaration d'intention étant terminée pour chacun des personnages joueurs et non joueurs, il ne nous reste plus qu'à faire la résolution des actions. Le maître du jeu annonce « Arthur, tu as le choix entre un jet d'acrobatie Quidditch, plutôt acrobatie dans ce cas-là, ou athlétisme. » Arthur regarde ses compétences et choisit d'effectuer un jet d'athlétisme, compétence dans laquelle il possède un pourcentage de maîtrise plus élevé. Il possède un 58% dans cette compétence. Le maître du jeu annonce, avec la flaque de colle qui n'est pas très étendue mais quand même gênante, tu fais ton jet avec un malus de 10%. C'est donc au maître du jeu de choisir ce malus, il aurait très bien pu attribuer 15, 20% en fonction de la situation. Cela veut dire qu'Arthur doit réussir un jet équivalent ou inférieur à 48. Il lance son dessin et obtient 47. Ça passe de justesse, mais c'est réussi. Prude a le même choix, soit un jet d'acrobatie Quidditch, soit un jet d'athlétisme. De son côté, elle choisit un jet d'acrobatie. Elle possède 45% dans cette compétence, a également un malus de 10%. Elle doit donc réussir un jet en dessous ou égal à 35%. En lançant son dessin, elle obtient 33.
C'est également réussi de justesse, mais c'est réussi. Pour les personnages non joueurs, le maître du jeu peut très bien effectuer les jets dans leurs compétences, mais cela importe peu. Comme Arthur et Prude agissent en premier, ils agissent en premier et peuvent donc fuir la zone de combat avant que les sortilèges ne les atteignent. À la suite de cette action, le maître du jeu annonce « Le combat est terminé, les deux personnages joueurs peuvent fuir et les deux Griffons d'or ne pourront pas les suivre puisqu'ils auront des malus dus aux sortilèges précédemment reçus de la part des deux Poufsouffles. Ceci clôt donc notre combat. Comme vous avez pu vous en rendre compte avec ce petit exemple assez simple, gérer un combat n'est pas très compliqué, une fois qu'on a assimilé les différentes phases et les différentes catégories d'actions. En tant que maître du jeu, vous remarquerez rapidement que certaines actions reviendront assez souvent, soit parce que vos personnages possèdent un haut degré de maîtrise dans certaines compétences, soit parce qu'ils maîtrisent particulièrement bien certains sortilèges, je pense par exemple aux sortilèges innés qu'ils peuvent avoir lors de la création de leur personnage. Une fois les premiers combats passés, et les mécaniques du système de jeu compris, le reste devrait être assez fluide. Dans les prochaines vidéos sur le combat, nous nous attarderons davantage sur certaines petites particularités comme la parade, l'esquive ou certains contresorts. Nous voici arrivés au terme de cette 4e vidéo de la série Explications. J'espère que les règles de combat sont un peu moins floues pour vous. D'autres vidéos sur ce sujet sont bien entendu prévues et viendront étoffer, voire approfondir le sujet. Comme toujours, si le concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer celle-ci, à la partager avec vos joueurs et autres maîtres du jeu, et à laisser un commentaire sur les prochaines règles que vous aimeriez voir présentées en vidéo. Si vous désirez nous soutenir, un lien vers notre Ko-fi est disponible en description. En cas d'autres questions, un lien vers notre Discord est également disponible en description. Un salon dédié à Harry Potter jeux de rôle y est disponible. N'hésitez pas à venir partager vos questions, vos remarques et vos expériences de jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Gueule pour Geekit. Que la passion vous guide et vous accompagne.